Aujourd'hui, Option Région, la dernière partie de l'entrevue avec Pierre Lavoie. Je ne sais pas si les questions sont bonnes, mais les réponses sont excellentes. Vous allez aimer ça, je suis persuadé. Et ce sera notre dernière émission. On approche là, presque 50 du budget de l'État là-dedans, alors qu'il y a beaucoup de gens, puis toi tu fais partie de ça, qui disent que ça coûterait moins cher d'investir dans la prévention. Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Par exemple, comme 1 ou 100 investis dans la prévention, ça donne de meilleurs résultats que dans le curatif, là. Est-ce qu'il y a des statistiques par rapport à ça? Oui, il y a des statistiques là, qui nous disent 1 investi en prévention, pour une entreprise, tu en économises 5, là, hein, en frais de santé, assurance collective et compagnie, mais je vais t'expliquer une chose, Denis. C'est que, puis là, on est dans notre région chez nous, là. Le problème, c'est que maintenant, il faut faire évoluer les gens dans leur pensée. Okay? Je prends une entreprise, là, n'importe laquelle dans la région, qui a des employés puis qui travaillent dans le manufacturier, là, où il y a des dangers d'accident. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter les accidents? On fait de la prévention. Tu sais, à l'époque, il y avait des morts. Beaucoup d'incidents, beaucoup d'accidents et des décès. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait vraiment des règles pour protéger les employés contre les accidents. Donc, on a fait de la prévention et on a inculqué des cultures sécurité, okay? Chez les employés. Au niveau de la santé, on s'est dit non, ça, c'est pas de mes affaires. L'employeur a dit, c'est à lui de s'occuper de sa santé. Il y a un beau système de santé. Quand il est malade, l'État le prend en charge. Tu sais, là. Donc, moi, je crois que c'est la même chose qu'il faut arriver, qui doit se passer. Présentement, il y a un éléphant qui est dans la cuisine, là, qui est immensément obèse, que personne ne voyait, hein, puis qui continue d'engraisser, là, puis qui n'a aucun intérêt à maigrir, là, parce qu'il y a plein d'organisations qui s'en nourrissent. Ça, c'est le système de santé, qui atteindra 70 % de nos impôts dans 9 ans, parce que la population vient de commencer à vieillir là, et demandera de plus en plus de soins dans les 15 prochaines années. Les gens n'ont aucune idée là, que tout à l'heure, 70 % de nos impôts vont aller dans le système de santé. Donc, une fois que tu as ça, tu te dis, OK, comment je fais pour le faire maigrir? Bien, il faut aller vers la prévention. Dans les entreprises, pourquoi j'investirais dans la santé de mes employés? Rétention d'employés, bien-être, conciliation travail-famille, assurance collective qui baisse. Donc, tous ces avantages, quand je parle d'une entreprise, là, puis on peut en prendre des grandes chez nous, là, je prends papier résolu. J'irai voir résolu, je leur dis, venez d'embaucher 15 nouveaux employés. Je vais les mettre en formation pendant 2 semaines pour leur inculquer une culture sécuritaire. Ça va vous coûter 5 000. Savez-vous qu'est-ce qu'ils font? Ils paieraient demain matin. 5 000 $, aucun problème. Après ça, ils vont avoir une culture sécuritaire. Oui, je paye, ça ne me coûte pas cher. Si on dit à l'employeur, maintenant, prêtez-moi vos employés 2 jours pour leur faire une formation, pour ça, ils vont avoir une culture santé toute leur vie. Ils vont bien s'alimenter, ils vont bouger, ils vont savoir que c'est important. Ça va vous coûter 500 $. C'est bien trop cher. 500 $, c'est trop cher. Donc, on n'est pas rendu là. Pourtant, la santé coûte beaucoup plus cher que les accidents. Beaucoup plus cher. Donc, les gens tombent malades. Puis là, je vais expliquer aux gens comment c'est important. Quand on est vert. On est en pleine santé. Quand on tombe malade, on est rouge. Ça, c'est le système de santé. Le système de santé est fait pour le rouge. Il n'est pas fait pour le jaune. Parce qu'avant d'être rouge, vous étiez jaune. Vous avez commencé à développer un peu de diabète, un peu de cholestérol. Qui est capable de savoir là, que son diabète a commencé? Personne. Ça prend 10 ans avant de s'installer de diabète de type 2. 10 ans. Tu aurais aimé ça le savoir à la 2e année pour faire des mesures correctives, pour t'éviter la molécule en bout de ligne. Excuse-nous, là, mais on n'a pas le temps de te voir. Nous, on veut voir du rouge. Ça, c'est le système de santé. On fait qu'éteindre des feux. C'est comme si dans une entreprise, on dirait, ah, c'est pas grave, quand les mondes se tuent, là, on les remplace. Il y en plein... Non, on peut plus fonctionner comme ça. Il faut aller vers la prévention. Puis les gens tombent jaunes à quel moment? Entre 45 et 55 ans. Ils sont en train de travailler. Donc, l'employeur, maintenant, c'est pour ça que j'ai proposé au gouvernement, puis justement, la semaine passée, j'ai déposé 7 lettres d'appui qui viennent du patronat, qui viennent des chambres de commerce, qui viennent du syndicat de la FTQ, qui propose à l'État que la taxe santé qui est chargée aux employeurs, qui représente 7 milliards 300 millions par année, qu'une partie de cette taxe, l'employeur puisse en disposer pour l'investir dans la santé préventive de ses employés. Pour éviter le rouge. Il faut éviter que les gens rentrent dans le rouge après leur retraite. Il faut retarder ce processus-là. Puis il y a des bonnes chances qu'ils ne vont pas la prendre leur retraite. Ils vont peut-être vouloir travailler 2-3 jours semaine. Ou au lieu de prendre une retraite, ils vont faire une transition. D'ailleurs, retraite, en passant, c'est très négatif. Moi, je dis plus ça, là. Arrêtez de dire retraite, c'est négatif. Quelle transition tu vas faire? C'est quoi ta transition? Ah, je vais être animateur, je vais faire quelque chose, je vais continuer de m'impliquer. Ça, ton cerveau, là, c'est très positif pour la santé mentale.
Quand on dit retraite, c'est négatif, puis le cerveau, il répond. Vous le programmez, on dit qu'on programme notre mort. Dites jamais retraite, parce que votre cerveau l'enregistre. Dites transition. Puis c'est plus positif pour vous, et c'est beaucoup plus positif pour la société québécoise. Un des projets que tu as mis sur pied, là, qui s'en vient, le VI-Cube. Est-ce que tu peux nous parler de ça? C'est quoi ce projet-là, le VI-Cube? On n'a pas un VI-Cube, on en a 3. Le premier, il s'appelle le VI-Cube. Le deuxième, c'est le Mini-Cube. Puis le troisième, c'est Force 4. Donc ça, c'est 3 tournées qui fait le tour du Québec. Donc, on a créé un autobus qui fait le tour des écoles primaires pour inculquer les saines habitudes. Et là, ça fait déjà 10 ans en passant que ce VI-Cube se promène dans les écoles. On visite 150 écoles par année pour stimuler les jeunes à bouger et à bien s'alimenter. Donc, c'est des animateurs qui sont en tournée toute la semaine. Le Mini-Cube, lui, c'est dans les CPA puis les services de garde. Sa tournée a commencé il y a 2 mois. Donc, elle fait le tour de nos centres pour justement inculquer, encore une fois, les saines habitudes de vie, puis donner des outils à nos éducateurs en CPA et en service de garde. Puis Force 4, ça, c'est notre programme de la mesure de l'heure, donc où les écoles vont bouger 1 heure par jour. On a créé une série web avec 10 canaux. Hein. Il va y avoir 150, c'est des chaînes, là. Donc, excusez, c'est 10 chaînes de 150 canaux où finalement, on offre du contenu pour faire bouger les jeunes dans la classe, en plus de donner des outils dans le cours de récréation, plus du financement pour que l'école puisse faire des activités parascolaires. Donc, finalement, on a mis en place tout un système. Donc, on travaille sur 3 fronts dans les écoles à supporter nos écoles primaires et les CPE à inculquer des valeurs des saines habitudes de vie. Puis en passant, là, les grands défis par là-bas, là, 90% du financement là, est privé. Donc, ce n'est pas vos impôts qui financent les grands défis. C'est les entreprises privées. Puis ça, les gens l'oublient souvent. Ils pensent que c'est vos impôts. Non, 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 non. C'est les grandes entreprises du Québec qui financent des programmes de prévention qui vont donner des résultats un jour. Il faut être fier de ça. Souvent, on attend notre subvention de l'État, sans ça, on est mort. Non, nous, on ne sera jamais mort parce que c'est le privé qui finance une opération. J'ai toujours voulu être autonome, être capable de fonctionner. On engage l'État, on fait des programmes clés en main qui ne coûtent rien aux écoles, puis on fait bouger la société. Puis regardez nous aller. Puis d'ailleurs, on a un taux, ça c'est important, Denis, là, on a un taux d'efficacité de 91 %. Ça veut dire quoi, ça? Quand on donne un organisme, il en reste combien dans la cause? Quand vous donnez 100 $ à la fondation de l'hôpital de Roberval, vous donnez 100 $ à l'UQAM, il en reste combien? Quand vous donnez 100 $ aux 24 heures de Tremblant à ces causes, il en reste combien? C'est ça le nerf de la guerre. Nos grands défis, là, les frais de gestion, d'administration et de levée de fonds sont de 9 %. On est les plus bas au Québec. Dr. Julien était meilleur que nous avant. Maintenant, il est rendu à 13 %. Donc, il reste 91 $ sur le 100 $ que vous donnez qui va à la mission de l'organisation. Puis pour ça, c'est parce qu'on a une culture entrepreneuriale. On travaille fort, on se retrousse les manches, puis on ne compte pas nos heures, puis on est axé sur les résultats. Il faut être fier de ça. C'est un mouvement social qui est bien enraciné dans les valeurs québécoises. C'est les Québécois qui y participent, c'est les parents. Oh, il y a longtemps du chiolage, là. Ça ne me dérange pas, le chiolage. J'ai été longtemps dans les usines, là, des chiolus, il y en avait bien plein. Là. Ils critiquent sur tout, ils chiolent sur tout. Puis tu regardes la majorité, tu es d'accord? Oui, c'est beau, tu t'en fous. Mais dans la vie, là, tu te mets des œillères, tu fais tes propres sondages, tu ne vas surtout pas sur Facebook, parce que Facebook, là, c'est une distorsion de la réalité. Là. Ce qu'on dit sur Facebook, on donne autant d'importance à un imbécile sans jugement qu'à quelqu'un qui a gagné un prix Nobel. Ça n'a plus d'allure, là. Donc, il faut faire ses propres sondages et dire on est-tu dans la bonne direction. Puis quand on ne veut pas se faire critiquer, là, bon, on reste chez nous et on écoute la TV. Il n'y a personne qui va vous critiquer. Mais on revient avec le projet du Lab École. Tu as accepté de participer à ce projet-là qui vise à créer, on pourrait dire, les écoles de l'avenir. Et pour ça, vous avez fait une tournée des écoles qui, je pense, n'est pas terminée, mais vous avez quand même fait le tour de plusieurs écoles. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus positivement et négativement dans les écoles que tu as visitées? Bien, positivement, ça faisait du bien de voir du neuf, tout simplement. Parce qu'au Québec, il n'y a rien de neuf, là. Tout était à reconstruire, en grande majorité. Oui, tout était remis à niveau, par exemple. Il faut dire les vraies affaires. Les toits ont été changés, les fenêtres ont été un peu mieux, ont été changées également. Ça a suivi un peu comme nos maisons qui ont été rénovées, là. Mais le bâti, l'environnement, l'espace, le lieu physique qui, à l'époque, était très pratique dans les années 60. Là, aujourd'hui, c'est le même modèle. Quand on reconstruit, nos architectes n'ont pas pu se réaliser. Autrement dit, on ne leur a pas donné les moyens de pouvoir innover. Les gens ne savent pas, mais au Québec, là, tu ne peux pas dépasser. Le budget pour construire une école, c'est 2 500 $ du mètre carré. Donc, si la Ville vous a donné, parce que la Ville, on vous dit un peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, tout ça va changer en passant.
Nous, on est là-dedans. Là. On change les règles et les lois. Là. Si la ville, il y a un quartier qui se développe, bon, qu'est-ce que la ville fait? Elle vend les terrains au promoteur, qui, lui, va développer le quartier, va construire, mettons, 200 maisons. Bien entendu, vous avez besoin d'une école à ce moment-là. Hein? L'école doit être construite dans ce quartier-là. Mais donc, la ville cédera les terrains au promoteur, qui va prendre les meilleurs terrains, les plus payants. Il va les construire. Puis à la fin, le marécage, où c'était pas très intéressant, où il n'y avait personne qui... parce que si tu construis là, ça n'a pas d'allure, c'est ce terrain qui sera revendu à la ville, qui va le revendre à la commission scolaire. Donc, la commission scolaire devra mettre des pieux pour installer l'école qui vont coûter 3 millions. Et là, le 2000, tu as toujours le même budget de 2500 $ du mètre carré. Fait qu'imaginez la bâtisse qui lève sur les pieux dans un marécage, là, et le marécage n'est pas au bon endroit, là. Elle n'a pas été pensée en fonction du transport actif. Donc, qui décide les écoles? Le promoteur. Ça n'a aucun rapport. Ça, là, c'est une loi qui doit changer. Ça va changer, je vous le dis, là, c'est en train de changer. Maintenant, les villes, avant de donner un terrain au promoteur, vont appeler la commission scolaire. C'est la commission scolaire qui va choisir l'endroit où l'école va être construite. Après, ils vont construire le quartier. Ça, là, c'est une grande révolution dans les 40 dernières années. Donc, nous, c'est des choses comme ça qu'on est en train de changer dans l'appareil gouvernemental. Et au Québec, il y a 1,2 milliard présentement qui est investi dans nos écoles. 744 millions qui est annoncé la semaine passée, là, qui va dans la remise à niveau des écoles. Fenêtres, peinture, toits, tout ça. Puis il y a un autre 400 millions, ça c'était le budget de l'an passé, là, qui va à la reconstruction et à la rénovation des écoles. Et je vous dis, ce budget-là, selon moi, là, mon PIF me dit qu'il va doubler, OK? Dans les prochains, je ne veux pas dire mois, mais prochaines années, OK? Rapidement. Donc, ça veut dire que là, maintenant, on se donne une capacité de refaire. Parfait. Mais on refait comment? Quand on regarde le défi architectural des écoles du Québec, où, justement, excusez-moi, montez mon écran, où, justement, les architectes doivent se baser pour construire l'école, vous avez 2500 $ du mètre carré, puis et voici les modèles que vous devez respecter. Et ce modèle date de 1988. Donc, autrement dit, quand tu reconstruis ta maison, le modèle architectural n'a pas été revu depuis 1988. Quand tu reconstruis une maison dans ton quartier, bien, elle va ressembler d'une maison de 1988. Est-ce que ça a changé? Bien entendu, mais ils n'ont pas le droit de sortir du cadre. Donc, première chose que le gouvernement a fait, au printemps, quand ils s'en sont rendu compte, parce qu'ils ont eu notre rapport, ils ont augmenté de 15 % maintenant. Quand vous construisez une école, vous avez budgété 7,8 millions, parfait, vous augmentez de 15 % votre budget, allez-y dans la créativité, faites des espaces un peu plus grands pour les enseignants. Quand tu questionnes les enseignants, c'était ça le problème, là. C'est pour ça que les enseignants, là, je suis leur allié. J'ai tout le temps été leur allié. Je vais toujours les aider. Moi, dans mon chantier, là, je dis, ta classe, t'as vu comment? J'en ai 11 titulaires, là. T'as vu comment ta classe? Es-tu assez grande? Non. Les fenêtres, est-ce que c'est assez lumineux? Non. Est-ce que l'air est vicié? Oui. Est-ce que tu veux de l'espace de rangement? Oui. Comment tu veux ça? Bien, c'est avec eux qu'on le fait. Puis les écoles là, qu'on va construire demain, là, c'est eux qui vont nous avoir donné leurs appréhensions. Puis c'est avec eux, après ça, qu'on va ramener ça dans la machine avec des architectes. On a tout regardé au Québec ce qui s'était fait. Là, on n'a pas encore regardé un peu à l'extérieur, on va regarder à l'adore du pays. Et là, on va, les millions qui vont être investis, les milliards, c'est tout près de 20 milliards qui vont être investis dans les prochaines années, à refaire les écoles. On pourrait-tu les refaire comme du monde? Là? On pourrait-tu les faire plus éclairantes, mieux adaptées, avec un gymnase acoustique, où le soir, les parents viennent jouer au volleyball dans l'école? Ah non, on est fermé à 3 heures. Non, on ne ferme plus à 3 heures. Les écoles ferment plus à 3 heures. C'est un lieu d'apprentissage pour toute la population, pour tout le quartier. On est vraiment dans une révolution. Puis faites confiance. Avant, il y a plein de gens qui ont promis qu'on les ferait les écoles. Ben moi, je suis au front. Là. Puis moi, je ne suis pas un enseignant. Je ne suis pas un directeur d'école. Je ne suis pas un syndicat. Je ne suis pas une commission scolaire. Mais je suis un citoyen là, qui va dans les écoles tous les jours, puis qui voit les aberrations. Puis moi, je défends l'éducation. Ça, moi, quand je parle au gouvernement, là, je suis extrêmement crédible parce que je ne viens pas de la machine. Je suis à l'extérieur, je la constate, puis je la dénonce. Donc, plus il y aura des gens de l'extérieur des écoles qui vont les défendre, puis qui vont oser se lever, puis aller au front, tirer le pas dessus. Au contraire, applaudissez. C'est des alliés. C'est des alliés supplémentaires qui viennent de l'extérieur. Tu sais. Pierre, est-ce que je me trompe en disant que l'objectif de votre groupe, c'est de faire en sorte que les écoles deviennent le bâtiment le plus beau, le plus intéressant de la municipalité? Oui. Oui, carrément. Ça va être la bâtisse la plus importante. Parce que tout le reste va être important, parce qu'à partir de l'éducation, tout le reste va se déployer dans la ville ou dans la municipalité. Donc, tout part de l'école. OK? C'est pour ça que ce lieu-là, il doit être décloisonné. L'école doit être ouverte maintenant à son milieu. Elle doit être pensée autrement.
Puis nous, on va influencer. Déjà l'an prochain, là, je les ai, les écoles, ils vont savoir la semaine prochaine, les commissions scolaires là, qui ont été retenues, sont sur la liste des écoles à refaire au Québec. Moi, j'ai déjà la liste depuis 2 mois, je les regarde. Il y a 40 écoles là-dedans qui vont être choisies. Déjà, dans les 40 écoles, je peux décider que ce gymnase-là, je veux en faire un lab école, puis le rendre acoustique. J'ai quelque chose à tester, l'aménagement. On va peut-être ajouter un peu de financement pour le mettre pilote lab école. Donc, nous, ce qu'on va faire, finalement, on va influencer la construction. On va guider les architectes au Québec, toutes ces écoles qui vont être refaites, là. C'est un investissement massif qui s'en vient là, pour les écoles. Bien là, on fait un temps d'arrêt. C'est un laboratoire. Là. Notre laboratoire est à Québec. Là. On a des pros présentement. Je pense qu'il y en a 15 architectes qui travaillent sur tous les plans de vie, les modèles. On a déjà 25 maquettes de montée. Je les ai déjà, je les vois, les écoles de demain. Là, ils sont dans nos laboratoires. D'ailleurs, c'est ouvert. Là, si les gens, ça leur tente de venir. Là. Dans Québec, c'est à rue Saint-Joseph. Là, c'est ouvert à tout le public, à tout le monde. Si vous voulez déposer un rapport, si vous voulez nous appeler, allez sur le site du Lab École. On est ouvert. On n'est pas une bébête fermée. On est ouvert, puis on écoute toutes les opportunités, puis on les fait avec les gens. Puis venez voir les maquettes, là, vous allez être inspirés de voir les maquettes qui ont été faites par les élèves d'architecture de Pierre Thibault. C'était juste un avant-goût de ce qui s'en vient. C'est intéressant. Pensons grand, pensons haut, pensons autrement, mais pensons surtout en fonction de nos enseignants puis en fonction de nos élèves. Puis j'ai toujours défendu les enseignants, là. Puis quand les syndicats me tiraient dessus à l'occasion, comme Sylvain Mallette de la FAE ou peu importe, je l'appelais, je disais, oh, Sylvain, pourquoi tu me tires dessus? Tu m'aurais mis un prix il y a 3 ans, là, le prix Léon-Guindon, c'est la plus haute distinction qu'un syndicat peut remettre à une personne qui a mis une contribution significative pour l'éducation. C'est toi qui me l'as remis. Je suis le même gars, je n'ai pas changé. Tu sais que je l'ai fait enseignants, je suis quasiment un syndicat d'enseignants. T'sais. Des fois, je comprends qu'il y a une game politique, mais soyez rassurés, là, le Québec doit innover, mais surtout dans ses écoles. Puis la bonne nouvelle, c'est que l'État semble, et tous les gouvernements, et les partis politiques présentement, il y a un momentum pour l'éducation, puis je vous jure là, que moi, je ne le laisserai pas passer. Ça fait des années que je critique. Là, le momentum s'en vient, puis on va tous travailler à faire en sorte. Puis si Pierre Thibault, Ricardo, puis moi, on a ramené une petite influence, parce que je dis souvent aux gens, tu sais, un jour, on fait le bilan de notre vie, Denis. Des fois, on le fait la veille de notre mort. Des fois, on le fait durant la semaine, avant de mourir. Puis on garde notre vie. Okay? Puis on dit, qu'est-ce qu'on a fait, cette planète? Puis c'est ça que je disais d'ailleurs à Ricardo. Là. Ricardo, il y avait un peu de critique, il n'est pas habitué. Là. Puis c'est Ricardo, oui, tu auras créé une grande entreprise, puis tu auras réussi au niveau de ta carrière, puis tu auras eu beaucoup d'employés, tout ça. Mais je pense que ce qui est plus important, c'est plus que ça. Dis-moi, quand je fais mon bilan de ma vie, là, je vais voir la découverte du gène de l'acidose lactique, je vais voir le dépistage de nos maladies héréditaires, je vais voir le mouvement social des Cube Énergie, puis ce mouvement social des saines habitudes de vie. Puis probablement que je vais regarder dans le quartier, puis je vais voir l'école qui est différente. On y aura contribué. Tu sais, Denis, tu es allé en politique pour ça. Là. Puis les gens ne doivent jamais oublier, là, qu'est-ce que vous allez laisser en héritage dans votre société. Puis ça, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est ça que vous allez être fiers. Je pense qu'on vient sur la planète, là, puis quand on acquiert un genre de pouvoir d'influence, là, ben, il faut l'exercer. Il ne faut pas l'exercer pour nous. Il faut l'exercer pour les besoins qu'il y a autour. Puis surtout quand tu viens d'un milieu défavorisé, là, puis tu as vécu dans le HLM, là, les premières personnes à qui tu penses, là, c'est eux autres. Parce que ça existe encore aujourd'hui. Si tu étais ministre de la Santé, qu'est-ce que tu mettrais de l'avant prioritairement? J'augmenterais les budgets en prévention. OK. Probablement que je demanderais un effort collectif des gens à réfléchir, d'éviter le plus possible d'être malade, faire de la prévention. Puis je m'adresserais surtout à la population, pas aux médecins, pas aux hôpitaux. On s'adresse trop tard. L'information que le ministre de la Santé fait, c'est tout le temps au niveau de la maladie. Moi, je travaillerais extrêmement fort à responsabiliser les gens envers leur santé. Puis je leur dis, si vous donnez les moyens de le faire. Présentement, on investit 1,9. D'ailleurs, on investissait 2 % du budget de la santé en prévention. Au dernier budget, c'était coupé à 1,9. C'est fou, là. Tu dis, c'est là qu'il faut investir, puis on coupe. Parce que la pression est tellement forte de remettre de l'argent dans le système de santé, puis on n'y arrivera pas, là. T'sais. Vous savez que la façon que ça fonctionne, c'est que le problème, c'est les cardiologues. Ils ont vraiment fait une belle job. Les autres, là, ils ont vraiment été efficaces. Ils ont inventé les stents, les valves. Aujourd'hui, on ne meurt plus du cœur. Je vous le dis tout de suite, là, quelqu'un qui meurt du cœur, là, c'est parce qu'il ne s'est pas occupé de son affaire. Okay? Il y a tout ce qu'il faut pour pas que tu meurs du cœur. À moins que tu aies eu un incident, là, mais en général, tu ne meurs plus du cœur aujourd'hui. Donc, si le cœur ne te tue pas, qu'est-ce qui va tuer? C'est le cancer. D'ici 10 ans, 80 % des cancers, on va trouver des solutions. 80 %. Là. Donc, si ce n'est pas le cancer qui tue,
Là, tu dis encore, qu'est-ce qui est la prochaine étape? L'Alzheimer, la démence. Puis ça, la bonne nouvelle, là, puis d'ailleurs, j'ai des études à l'appui, là, que la meilleure molécule présentement pour éviter l'Alzheimer et la démence, c'est l'activité physique. 40 d'efficacité. Puis il paraît que c'est encore plus que ça. Ils sont en train de démontrer que présentement, la seule molécule efficace, la seule pilule efficace pour éviter l'Alzheimer, c'est deux, trois affaires. C'est d'être actif, c'est de rester branché intellectuellement, ne pas prendre votre retraite dans votre tête, rester branché intellectuellement, puis bouger. Donc, il y en a des solutions. Moi, je serais ministre de la Santé, là, je m'en irais à la télévision, là, puis M. Barrette, il est bon quand il parle, là, mais parlez-moi de la prévention. Quand vous expliquez, ça semble assez clair, vous êtes bon, vous êtes habile à expliquer. Mais moi, ministre de la Santé, là, je miserais beaucoup sur la prévention pour éviter les problèmes de santé. En tout cas, je travaillerais extrêmement fort là, puis je me ferais probablement un ministère de la prévention. Vraiment un ministère de la prévention. Là, pour l'instant, là, à quoi ça sert la prévention? Là? La santé publique, là, c'est surtout des vaccins qui achètent à chaque année, puis la moitié ne sont pas efficaces. Là. Ça se résume à ça, la prévention au Québec. Là, pour pas qu'on attrape la grippe. Là. En terminant, Pierre, est-ce qu'il y a un produit local ou régional que tu aimes bien et que tu aimerais faire connaître à nos auditeurs et à nos auditrices? Premièrement, ça prend des produits d'appel. Pour moi, le lac Saint-Jean, il y a 3 produits d'appel. Le zoo Saint-Félicien, il faut toujours l'appuyer. Là. C'est une fierté régionale. Ça fait traverser les gens dans le parc des Laurentides. La traversée du lac, là, ça peut devenir tout qu'un produit d'appel. Je vous le dis, là, tout qu'un produit d'appel. L'autre, c'est bien entendu la motoneige, vendre l'hiver. Okay? Quand j'arrive au Saguenay, on a le fjord, bien entendu, qui est un produit d'appel incroyable. Puis moi, dans mon coin, quand je regarde, moi, je suis natif du Bas-Saguenay, en Saint-Jean, un village assez unique, un des plus beaux du Québec. Il y a le fjord, bien entendu, mais maintenant, on a développé des produits qu'on appelle la haute route. C'est du ski en montagne. Là. Donc, c'est les hautes montagnes dans Saint-Jean qui sont à tout près de un peu plus de 1000 mètres là, derrière. Là. C'est les plus hautes montagnes de notre région, plus haut que les Monts-Valin d'ailleurs. Puis c'est un territoire de 100 km² et que c'est un terrain de jeu pour les sports d'hiver, les activités d'hiver qui sont en pleine croissance. Donc, moi, la haute route des hautes montagnes dans Saint-Jean, c'est tout qu'un produit d'appel. Donc, moi, je dirais ça, c'est mon coup de cœur des 2 dernières années parce que c'est parti de rien. Puis les gens qui l'ont fait, là, ils l'ont fait bénévolement. Puis c'était facile parce qu'il fallait couper des arbres. Puis en Saint-Jean, là, mes grands-pères, mes cousins, mes frères, mes oncles, c'était tous des bûcherons. Pour eux, c'était facile de couper des arbres. Comprenez? Ces milieux qui ont des forces incroyables, qui servent de leur force puis qui développent des produits d'appel comme ça. Mais le plus beau produit, qui était le plus important, c'est celui que je voudrais parler, là, c'est l'autoroute dans le parc des Laurentides. Ça, c'est un cadeau du ciel. Les gens n'ont jamais réalisé que maintenant, sur une route sécuritaire, où on peut venir visiter notre région, où on peut venir faire des affaires chez nous, enfin, on peut traverser le parc en toute sécurité. Tout le monde connaît quelqu'un de près ou de loin dans sa famille qui est mort dans le parc. Enfin, ce cadeau du ciel qui a coûté 850 millions là, pour une population de 274 000 habitants qui est en baisse démographique, c'est un cadeau qu'on a reçu. Il faudra remercier les gens de nous avoir offert ce cadeau qui nous rend maintenant, tout est possible. Notre région peut se développer. J'aimerais qu'on arrête de focusser sur les grandes industries, que oui, on coupera toujours des arbres, oui, on fera toujours de l'aluminium, mais la région a beaucoup plus de potentiel que ça. Donc, travaillons sur l'entrepreneurship. Faisons en sorte que nos jeunes rêvent d'être des entrepreneurs, créent des micro-entreprises, vivent dans notre région, puis que ces PME sont la base d'une société, là, mais qu'on puisse en avoir de plus en plus. Puis que finalement, on soit solide. Donc, le parc des Laurentides, c'est le plus bel outil qu'on a jamais eu dans les dernières années, puis il faut s'en servir, pas pour vider la région, pour la remplir. Maintenant, on peut dire aux gens, venez chez nous, c'est sécuritaire. Ah ouais, je pensais que c'était dangereux d'aller chez vous. Non, c'est plus dangereux maintenant. C'est fini la route de la mort. Là. C'est une des plus belles autoroutes au Québec, là. C'est pas la plus belle. Il faut leur dire, parce que quand tu leur dis merci, tu les débraques. Parce que moi, là, je suis à Montréal, là, puis la 30, là, ça prend ça aussi. T'sais. On a fait l'autoroute dans le parc des Laurentides avant la 30. Hein? La 30 allait éviter tout le trafic. Là. Vous savez, quand j'allais sur la métropolitaine, les vannes, là, mais c'est pourquoi ils passent là? Parce qu'il faut qu'ils aillent à Toronto. Puis là, on a fait la 30 pour l'éviter. Hey, pensez-vous que c'était pas urgent? Là? La ville de Montréal n'aide jamais tous les jours à cause de ça. Puis on a eu l'autoroute dans le parc avant eux. Vous comprenez l'importance du geste qu'on a posé pour notre région? Qu'est-ce qui a fait la différence? On s'est tenu debout, on s'est mis ensemble. Là, les bonnes nouvelles, je vais un petit peu loin, mais les bonnes nouvelles, c'est que maintenant, on a une nouvelle administration à Saguenay. Là, maintenant, il faut saouler notre région. Moi, là, je viens du Bas-Saguenay, là.
j'étais écœuré des guerres entre le lac et le Saguenay. Là. Quand je travaillais à l'usine d'Alma, je sentais qu'il y avait un mur quand j'arrivais à Saint-Bruno. Ça, il ne faut plus que ça existe chez nous. On a la même génétique, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes valeurs. Quand la forêt ne va pas bien au lac, là, le Saguenay doit venir le supporter. Puis quand ça n'ira pas bien au Saguenay, le lac va venir nous supporter. Travaillons ensemble. Puis quand on est ensemble, là, on est beaucoup plus fort. Puis maintenant, on a tous les atouts. Là. Nos enfants, éduquons nos enfants, là, on a tout ce qu'il faut. On forme des ingénieurs, on est capable, notre région, de se renouveler. Puis je le vois, je l'ai vu en Beauce. Vous savez que Rivière-du-Loup, là, qui était une ville, là, il n'y avait rien à faire là, maintenant, ils sont devenus la ville la plus entrepreneuriale au Canada. Ils ont battu la Beauce. Telforman, ils ont fait la même affaire. On est capable de se renouveler. Il faut arrêter de dépendre de l'État et penser, on va nous construire pendant une usine, c'est ça qui va nous sauver. Arrêtons de penser comme ça. Là. Pensons éducation, pensons entrepreneurship. Puis arrêtez de dire qu'on est loin, on est à côté. C'est même plus 2 heures aller à Québec, là, sur une route hyper sécuritaire. Donc moi, le potentiel de notre région est illimité. Pierre, c'est vrai que l'autoroute, c'est très sécuritaire, mais je pense que le plus beau cadeau qu'on a dans la région, c'est que tu existes parce que tu as tellement d'énergie que, dans le fond, tu forces les gens par ton exemple à se dépasser. Bien ça, on peut te remercier énormément pour tout ce que tu fais, puis on va souhaiter que tu vives longtemps parce que tu vas aider encore plein de monde. Bien, merci beaucoup d'avoir été notre invité, Pierre, puis à la prochaine. C'est ainsi que se termine notre saison d'Options Région. Je remercie tous les collaborateurs, la télévision locale de Lebo-Mistassini, Marie-Ève, Jean-François, Andréane et tout le monde là, qui a participé à cette émission-là. Et je vous donne un rendez-vous l'automne prochain pour une nouvelle série d'émissions d'Options Région. Bon été tout le monde!